Et c'est parti pour de bon cette fois. Merci d'être là. Bonjour à tous pour ce conseil de pro. Si vous nous regardez en replay, toutes les informations qu'on va partager ici seront dans la description. Donc vous trouverez les liens et enfin, tous les liens utiles dans la description. Aujourd'hui, conseil de pro qui va se concentrer sur les enduits. Alors différents types d'enduits, différentes étapes de l'enduit. On va parler des enduits terre, on va parler des enduits chauds, on va parler de la couche de corps, l'importance de la couche de corps dans la préparation. Et puis, on va parler d'une finition particulière qui est la finition pierre vue, donc avec les enduits à la chaux. Donc, si vous ne savez pas ce que sont toutes ces choses, ben, vous êtes au bon endroit. Si vous savez déjà, vous êtes aussi au bon endroit pour nous aider à aiguiller toutes les personnes qui nous retrouvent et qui sont un peu plus novices. Donc, je vous invite à utiliser les commentaires de manière spontanée si vous avez des questions et aussi à répondre de manière spontanée si vous avez les réponses à ces questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de sachants dans l'auditoire. Donc n'hésitez pas à vous aider, vous entraider les uns les autres si certaines questions si on passe à côté, tout simplement. Très bien. On va commencer. Je vais vous présenter Nicolas Rousselot. Enfin, il va se présenter lui-même. Nicolas est un formateur à Twiza. Et comme vous êtes normalement pas censé l'ignorer, comme vous ne l'ignorez peut-être pas, je ne sais plus comment on formule, Twiza s'est lancé dans les formations. Donc, on propose, avec tout ce corps de sachants incroyable qu'on a dans le réseau Twiza, des formations. Et Nicolas est l'un de nos formateurs. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde, Comment vas-tu? ça va, merci. Alors, hop, j'admets, je fais rentrer les dernières personnes. Eh ben, écoute, merci Nicolas d'être là. C'est toujours un plaisir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Tu m'as aussi fait le plaisir de venir sur la chaîne Faisons le Mur pour un live pour parler un petit peu de ton travail. Moi, j'apprécie particulièrement tout ce que tu fais parce qu'il y a vraiment toute la dimension artisanale, mais aussi toute la dimension artistique que tu représentes et que tu fais vivre et que tu continues à faire vivre. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Peut-être moins là le côté artistique aujourd'hui, mais voilà, pour donner un petit peu de contexte, tu fais des super beaux graffitos, tu fais des super beaux enduits de finition, et puis voilà, tu es très créatif aussi dans d'autres domaines. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu pour ceux qui se demanderaient qui tu es? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi j'ai fait en 2007, j'ai été diplômé au PRP, donc c'est ouvrier professionnel en restauration du patrimoine. J'ai fait la formation à Auch dans le Gers. Et après j'ai bossé 3 ans avec des artisans spécialisés en terre. Et après j'ai monté ma boîte en 2011. J'ai fait pas mal de grosses œuvres au début, donc sol à la chaux, ouverture, taille de pierre, voilà. Et depuis 5 6 ans maintenant, je suis plus dans les enduits. Et je fais que de la restauration du bâti ancien, donc j'utilise que de la terre, de la chaux naturelle, de la paille, du chanvre, du miscanthus, voilà. Je, je restaure le bâti rural du Gers. Ok, ok, super. Et qu'est-ce qui te passionne ou toi, qu'est-ce qui te touche dans ta pratique? C'est de redonner vie à des bâtisses qui, en principe, ont bien chargé dans les années 60, on va dire, donc remplis de ciment, donc très abîmés, et de leur redonner une âme, on va dire. Parce que les produits qu'on utilise, je sais que c'est parti pour 100 ans, quoi. Voilà. Et qu'on restaure comme les anciens avaient déjà fait à la base, avec des produits qu'ils avaient sur place, quoi. Donc de la terre, il y avait des briqueteries, des fours à chaud, il y en avait un peu partout aussi. Et voilà, de respecter le bâti rural, quoi, de ne pas le massacrer, en fait. Ok, ok. Bah écoute, voilà, c'est une super démarche et puis je pense qu'on s'inscrit, en tout cas beaucoup d'entre nous s'inscrivent là-dedans. Avant de commencer, je vais vous proposer un petit sondage, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par les enduits à la chaux, les enduits à la terre. Je vais lancer une petite question pour qu'on sache un peu sur quel pied danser durant ce live, que ça puisse correspondre au plus de besoins possible. Et normalement, vous devriez le voir apparaître d'ici peu. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez le sondage et appuyez sur lancer. Normalement, ça devrait être bon.
Non, j'ai pas l'impression. Si, Thomas dit que si. Donc voilà. Alors la question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de lancer votre projet d'enduit? Donc qu'est-ce qui vous amène finalement à être venu nous voir durant pour ce live? Donc est-ce que c'est la peur de faire le mauvais choix? Est-ce que c'est la gestion de l'humidité? Peut-être que vous avez une maison ancienne qui a des problèmes d'humidité ou un vieux support, comme disait Nicolas, donc les supports, enfin vieux supports, les supports ciment des années 60, ou alors le manque de confiance dans votre geste ou votre technique. Je vous laisse répondre, le questionnaire est là. Et puis, dernière option, la crainte du résultat esthétique. Donc voilà, est-ce que vous avez bien envie de faire, que vous pensez que vous sauriez faire, mais vous avez peur que ça finisse pire que vous ayez commencé. Donc je vous laisse répondre doucement. Pour l'instant, c'est la bagarre entre la gestion d'humidité pour un vieux support et puis la peur de faire le mauvais choix. On a aussi le manque de confiance dans le geste technique. Voilà, bah ça c'est la pratique qui l'amène. Pour ce qui est de faire le mauvais choix, on commencera, je pense, tout de suite par ce sujet qui va être la terre et la chaux. Quand est-ce qu'on emploie l'une, quand est-ce qu'on emploie l'autre, pourquoi préférer l'une et pourquoi préférer l'autre. Donc voilà, je vais mettre fin au sondage. Je vous remercie d'avoir répondu. Donc c'est effectivement la gestion d'humidité ou la gestion d'un vieux support avec 15 réponses. Ensuite, on a peur de faire le mauvais choix, 11 personnes, 10 pour le manque de confiance et 5 pour la crainte du résultat esthétique. Hop, je mets fin au sondage. Et, euh, et du coup, ben, on va attaquer, si ça te va bien, Nico. L'idée, c'était de diviser un petit peu cet entretien en trois parties. La première partie pour parler de la terre et de la chaux, comment bien choisir, comme je viens de le dire. La deuxième partie pour parler du dressage, parce que souvent on pense aux enduits, on les voit terminer, et puis quand il faut les commencer, ben, on ne sait plus, tiens, par quoi est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Et puis la troisième partie, la pierre vue, parce qu'effectivement, tout le monde ne fait pas alors, ça se fait, mais tout le monde ne le fait pas très bien. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur la pierre vue pour pas noyer des belles pierres dans l'enduit. Donc voilà un petit peu le programme. Je parle beaucoup, mais bientôt je vais laisser la parole à Nico. La question a été posée dans les commentaires, combien de temps ça dure? Je pense qu'on va rester ensemble pendant une heure et demie. Il y a beaucoup de questions. Vous nous pardonnerez si toutes les questions ne peuvent pas être traitées. Je vais faire en sorte de modérer ça du mieux possible. On en a reçu beaucoup en amont. Et puis, je suis sûr que vous en aurez ici dans les commentaires. Donc voilà, j'espère qu'on pourra répondre à toutes vos sollicitations. Et puis, bah, écoute, je te laisse la parole, Nico, sur la terre ou la chaux. Certaines personnes, je vais te lancer peut-être par une question, comme ça sera plus simple. Certaines personnes vont suggérer de ne pas mettre de la chaux, par exemple, sur un enduit terre. Est-ce qu'il y a des rapports de dureté? Est-ce qu'il y a des rapports de... Voilà, qu'est-ce qui te fait, toi, déterminer ce que tu utilises l'un ou l'autre? Bah, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. C'est ton support. Donc, est-ce que tu as un mur en pisé, par exemple, ou est-ce que tu as un mur en pierre? Le deuxième, c'est quel est ton but de finition? Est-ce que tu veux des finitions en terre? Est-ce que tu veux des finitions chaudes? Qui font que ça va dépendre des strates. Et en fait, moi, le choix, ça dépend de la finition que veut le client et ça dépend aussi du support. Donc, si moi j'ai un support, par exemple, en terre pisé, parce que ici on a pas mal de pisé, mais que mon client veut une finition à la chaux parce que pour lui c'est plus costaud, parce que ça régule plus l'humidité, je pars d'un renformis plus terre avec un peu de chaud, mon corps d'enduit plus chaud que terre et ma finition chaud, avec une chaux qui est de plus en plus souple. Et de toute façon, dans le bâti ancien, il n'y a qu'une chaux, c'est la NHL2 Hmm. pour les enduits. Je me- Voilà. je- Tu me permets que je te coupe parce que tu as utilisé le mot renfermie, donc parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce terme. Donc si tu veux expliciter. Bah alors, dans les règles de l'art, on dit que les enduits, il y a trois couches. C'est le gopti, le corps d'enduit et la finition. Le gopti, moi, j'en fais très rarement. J'en fais si c'est de la pierre de taille, si c'est des supports lisses. Après, si vous avez un mur en pierre ou même un mur en terre assez abîmé, il y a la porosité, le creux de la pierre, le creux des joints qui fait que tu as ton accroche mécanique. Et ce que j'appelle un renformis, c'est un corps d'enduit qui va venir
venir te dresser. C'est le premier dressage de ton mur, en fait. Voilà. Et après, tu as le corps d'enduit. Le renformis, sur du bâti ancien, tu es sur du 2 centimètres d'épaisseur, à minima, quoi. Si c'est un mur en pierre un peu abîmé, tout ça, ton corps d'enduit est à 1 centimètre et ta finition, ça dépend du sable que tu utilises, en fait. Là, on part sur un mur qui n'est pas abîmé, bien entendu. Et donc, ça dépend vraiment de ton support et de ta finition. Enfin, moi, comment moi je travaille, en tout cas. Voilà. Et c'est très important de respecter ces strates. Donc, si tu pars de la terre, la première couche, il faut qu'il y ait de la terre et un peu de ta finition. Donc, si c'est une finition chaud, un peu de chaud. Ton corps d'enduit, moi, je rajoute plus de chaud que de terre et ma finition, je le fais à la chaux. Voilà. Et si c'est un mur en pierre et que, par exemple, le client veut un enduit terre, moi, je passe directement en terre parce que quand tu auras le bâti ancien, là, ils vont te dire non, la pierre, c'est minéral, il faut de la chaux. Mais quand tu regardes le bâti ancien, sur les murs en pierre, avant, ils faisaient des gros corps d'enduit terre et fibres. Parce que la chaux, ça coûtait cher, quoi. Oui, Et moi, j'ai déjà décrouté des corps d'enduit de plus de 100 ans, donc ça tient, quoi. Et la terre coûte moins cher et est plus écologique que la chaux oui, oui. aussi. Donc c'est ça. Et après, tu as un autre point important, c'est l'humidité de ta maison et de tes murs. Voilà. Si tu as une maison très humide, des pieds de mur très humides et tout ça, la terre est beaucoup moins est plus fragile à l'humidité que la chaux. Et tu as aussi, après, je pense qu'on en parlera, tu as aussi des fibres végétales qui rentrent dans toutes tes sous-couches. Mais la terre ou la chaux, c'est vraiment un choix de ce que tu veux en finition et de ton support. Moi, si on me demande que des enduits terre en finition, je ne mets pas un pet de chaux. Ok. Voilà. Et après, il faut réfléchir aussi à l'arrachement, par exemple, parce que la chaux est plus résistante à l'arrachement. Donc, quand tu fais que des enduits terre, il faut réfléchir aussi à mettre en place si tu as des meubles à accrocher ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Mais Et, c'est vraiment c'est l'humidité et ton support et ta finition. En tout cas pour moi, quoi. ok. Et on a une question de Stéphane, donc on a récupéré des questions lors des inscriptions qui demandaient si l'enduit terre est plus susceptible de bouger que l'enduit chaud, par exemple avec le retrait, les gonflements ou l'humidité, comme tu as dit tout à l'heure, et entraîner des fissures. Donc, est-ce qu'il y a un des deux dont Non, tu observes fait plus de fissures? non. Un inducteur, s'il est bien formulé, il gonfle pas, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas de fissure. En fait, un enduit, c'est ta charge et ton lien. Si tu as le bon, enfin, si tu le bon mélange et que tu sais gérer le truc, il n'y a aucune raison. Après, si tu as du retrait, ça veut dire que ton enduit est trop argileux. Donc, ça veut dire que tu as fait une mauvaise prépa. Une fois que tu as ton bon mortier, euh, il y a pas de retrait, il n'y a pas de. Moi, voilà, j'ai fait des finitions en terre qui ont 10 ans. Quand je vais chez le client, ça n'a pas bougé d'un iota, quoi. Voilà. Et je sais qu'il y avait des questions qui portaient sur les, la bouteille, et en fait, ça, c'est. Si tu veux tester, il faut vraiment que tu te fasses des essais sur le mur ou sur le sol, si c'est pour un sol. Ou... Voilà. Et il n'y a que comme ça que tu vas avoir ton retrait, ton farinage. Est-ce que ton mortier est bon? Est-ce qu'il faut plus de sable, moins de sable? Voilà. Ok, ok. Ben pour ça, je ramène au conseil de pro qu'on a fait la semaine, non, il y a 2 semaines, je crois, avec Arnaud, sur la caractérisation de la terre crue. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à aller voir les replays. Et j'en profite aussi, avant de te relancer, Nico, pour partager les formations que tu proposes, parce qu'effectivement, on est là pour répondre à vos questions. Mon rôle, c'est aussi de vous faire savoir qu'on propose des formations et que Nicolas est expert dans ces formations. Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui sont aussi des sujets de formation qui vous permettront d'aller un peu plus en profondeur si le sujet vous intéresse, si Nicolas vous plaît et si vous êtes dans la région géographique qui peut correspondre. Donc, je vous mets ça là-dessous avant de repartir. Et avec les liens, c'est mieux. Et je vous mets aussi les conseils de pro, donc les replays. Comme ça, vous les avez. Et si vous avez des questions, bien entendu, posez-les. On fera un petit tour des questions tout à l'heure pour
pour répondre à un maximum. Bam. Ça, c'est fait. Très bien. Et alors, à ce moment-là, bon, écoute, tu nous as dit un petit peu comment est-ce qu'on déploie un enduit sur le mur, qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'on va essayer d'avoir quand même un matériau assez souple à l'extérieur. Qu'est-ce qui détermine le choix de la terre ou de la chaux au niveau de l'achat peut-être, au niveau de la disponibilité ou tu vois, dans la logistique, vraiment le côté pratique? Euh, le côté pratique, c'est si tu as de quoi faire un trou chez toi, ben, tu prends ta terre de chez toi, mais après, enfin, c'est quand même tout un processus de creuser parce qu'il faut arriver à la terre minérale. Faut en sortir quand même parce que si t'as toute une maison à restaurer, il te faut quand même quelques cubes de terre. Faut aussi, ben, soit tu pars sur la faire sécher, la broyer et tu fais tes essais avec, soit tu pars sur de la barbotine. Mais bon, c'est quand même tout. En amont, il y a quand même beaucoup de travail de prépa, quoi. Voilà. Soit tu vas avoir des briqueteries. Moi, je sais que je bosse avec une briqueterie qui a 30 bornes de chez moi, qui fait de la terre cuite et de la terre crue, mais qui me vend des big bags. Parce que moi, je commande à peu près 15 à 20 big bags par an. Donc, tu imagines bien que si je devais faire un trou chez moi, ça ferait vraiment un très gros trou. Il y a ce moyen-là aussi. En principe, ils sont ravis d'en vendre parce que ben, c'est aussi une façon de faire travailler les petites briques. Après, je parle de petites briqueteries. Hein. Je parle pas les gros Imer et tout ça, quoi. Et après, ben, la chaux, t'en trouves un peu partout, quoi. Donc, c'est la facilité de trouver. Mais par contre, c'est un coût. Un sac de chaux, la NHL2, par exemple, tu la touches à 17-18 euros, quoi. Ouais, Donc, la terre, c'est beaucoup moins. ouais. Donc, c'est vraiment, c'est un choix où tu bosses ta terre et tu peux faire un trou, ou bah, tu décides de passer par une briqueterie, ou sinon tu décides d'acheter des sacs de chaux. Ok, ok. Et est-ce que tu vois des inconvénients à mélanger les deux? Tu dis que des fois, bon bah, progressivement, tu vas aller vers l'enduit de finition. Si l'enduit de finition est dans la chaux et que le mur est en terre, tu vas progressivement mélanger la chaux avec la terre. Est-ce que tu vois des inconvénients ou qu'est-ce que ça va changer d'autre de mélanger la chaux et la terre et selon les proportions dans lesquelles tu vas mélanger? Euh, Moi, je vois, enfin, si tu veux faire des enduits en terre, je vois aucun intérêt de mettre de la chaux. Si tu calcules bien ton chantier, comme je t'ai dit, mettre certains bouts de bois là où il faut mettre, si tu as des trucs à accrocher ou quoi, je vois aucun intérêt à mettre de la chaux. Après, si tu veux, comme je t'ai expliqué au début, faire les strates, voilà. Et après, on parle d'enduit intérieur, là. On peut parler des deux, Nico, comme Parce tu... qu'après, moi, en enduit extérieur, suivant l'exposition, par exemple, de ta façade, moi, je déconseille fortement de mettre de la terre, à part pour pigmenter ton enduit de finition. Voilà. Je sais qu'il y en a qui le font, ou sinon, alors, il faut un sacré débord de toi. Mais bon, tu vois, mais après, en intérieur, si tu arrives à avoir, c'est comme tout, il faut arriver à trouver un bon mélange. Mais la chaux et la terre, pour moi, sont absolument pas incompatibles. Ok. Voilà. Moi, je m'en sers, je, je, je peux m'en servir comme pigmentation en finition de la terre. La chaux, je peux en mettre aussi pour que ça soit un peu plus, entre guillemets, costaud à l'arrachement, ce style de choses. Si j'ai des problèmes d'humidité, ben, la chaux la gère mieux. Et après, quand je dis problème d'humidité, chaque bâti a son histoire. Donc, moi, un mur semi-enterré ou dans une cave, je ne mettrai pas de la terre, quoi. Et même parfois la chaux, ça suffit pas. Quand on parle d'humidité, il faut quand même être voilà, prévoyant parce qu'il y a humidité, humidité. Il y en a, ça devient problématique, il y en a d'autres, c'est gérable. Et si c'est problématique, il faut voir l'ensemble du bâti ancien. Est-ce qu'il y a des gouttières? Est-ce qu'il y a un drain? Est-ce que, bon, voilà, quoi, ça se règle pas en clin d'œil, quoi. C'est un En tout. tout cas, la chaux et la terre n'est absolument pas incompatible. Le tout est de savoir bien préparer ses mortiers, d'avoir la bonne consistance, plasticité et charge liant et charge sable ou fibre végétale qui tient la route, quoi. Ok, ok. Voilà.
Et on va en rester sur l'humidité parce que dans les commentaires, enfin dans le sondage, c'est revenu beaucoup. Et du coup, quand on a des petits soucis d'humidité, alors qu'on ne parle pas de pathologie, mais quand on a des petits problèmes d'humidité en bas de mur et qu'on doit faire des joints, par exemple, est-ce que tu préconises d'utiliser de la terre? Est-ce que tu préconises d'utiliser la chaux? Si oui, quelle chaux? Ou peut-être un mélange? Comment est-ce que tu t'approches la chose? Des joints quoi, Si tu pour refais jouer les joints toyer. sur un mur en pierre, oui. Ben moi déjà quand il y a des problèmes d'humidité, tu piques et tu laisses tout le mur dégorger un moment. Parce que c'est complètement aberrant quand tu es dans du bâti ancien de piquer et de faire l'enduit de suite, quoi. En fait, le bâti ancien, c'est aussi une façon de voir le travail autrement. Il faut du temps. Moi, tu vois, mes façades, j'en fais, par exemple, là, je vais attaquer, arrive aux périodes où tu as les façades, ben je fais toutes les sous-couches et je fais les finitions à l'automne. Et des fois, je laisse 3 4 mois un mur dégorgé s'il est vraiment trop humide. Donc, c'est vraiment l'expérience et ton visu qui va te dire si c'est bon ou pas bon. Après, moi, la chaux, je te dis, j'utilise que la NHL2. Ouais. C'est une chaux faiblement hydraulique, souple et qui est vraiment faite pour les enduits. Après, c'est pour moi. Je sais qu'il y en a qui font des enduits à la 3,5, par exemple. Moi, la chaux hydraulique 3,5, je l'utilise pour maçonner la pierre. Voilà, je ne mets pas sur des murs. Pour moi, elle est déjà trop dure. Et en rejoint-toyer, ben, tu fais sable et chaud, NHL2. Mais si c'est vraiment trop humide, tu peux aussi, tu piques à 1 mètre et tu laisses 2 3 mois quoi, dégorger. Et après, tu reviens. Et déjà, là, tu vois, j'ai une façade où c'était vraiment problématique, l'humidité. On y allait en novembre, tout piqué à hauteur d'homme, tout disqué, piqué, tout ça. Ben là, déjà, et pourtant, on a eu un hiver, on peut dire pluvieux. Et ben déjà, ça a baissé de 60 centimètres l'eau. Tu vois, tu étais à peu près à 1 mètre, maintenant, c'est plus que 50, quoi. Ouais. Alors qu'on a eu un hiver de merde, hein, faut dire ce qui est. Et tu vois, donc déjà, voilà, la maison re-respire, dégage son surplus d'humidité, quoi. Ok, ok, ouais, c'est important, hein. C'est important de laisser l'air faire son travail et l'humidité Ben, sortir. le bâti ancien, tu as quand même une temporalité à respecter, quoi. Tu peux pas. En fait, c'est pas une maison Bouygues où tu enduis et tu passes à la suivante, quoi. Tu as des problématiques, des fois, il faut laisser un peu de temps pour que. Ben, en fait, tu laisses reprendre pied à la maison, quoi. Elle se réhabitue à se dégager de ce surplus d'humidité qu'elle ne pouvait pas dégager à cause de ciment sur les murs, ciment au sol. Donc, en fait, c'est que les murs qui prennent, quoi. Ok, Et tu le vois aussi à l'état de ta pierre ou des foraines. Si tu as des foraines qui ont gratté avec les doigts, ça part. Là, tu sais qu'il faut, pendant un moment, le laisser peinard, quoi, le truc. ouais, ouais, ouais. Voilà, Et bah, certainement, euh, j'ai jamais fait de joint en terre brossé, quoi. ok. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoute, on a brossé justement quelques questions déjà qui ont été posées. Donc, j'ai essayé de les inclure dans les questions que je te posais. Puis, il y a des réponses que tu as apportées qui ont répondu tout simplement. Donc, on va passer doucement à la partie numéro 2, qui est la partie sur le dressage. Donc, quelle épaisseur, quel est le rôle de ce dressage? Donc, toi, t'en as identifié, ou en tout cas mentionné deux tout à l'heure, le renfortement de corps. Quel est son rôle? Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce que, il est secondaire? Est-ce que on fait comme ça vient? Ou est-ce qu'il y a vraiment des pratiques particulières? Qu'est-ce que tu veux nous dire dessus? Alors déjà, c'est définir ce que tu veux faire dans ta maison. Moi, je suis un anti-isolation du bâti ancien. Par contre, tu as les murs ouest et nord, par exemple, intérieur, tu peux faire des corrections thermiques. Dans la correction thermique, c'est tu pars sur 5 centimètres d'épaisseur. Et c'est un mélange de terre. Enfin, moi, mon mélange, c'est terre, paille, chambre et watt. Après, tu as juste à redresser des murs. Donc là, c'est une fois que tu as piqué, bon, ben, tu vois l'état de ton mur. Euh, Souvent, le bâti ancien, tu as quand même une certaine épaisseur juste déjà pour revenir à l'état normal du mur.
Et après, là-dessus, en fait, tu peux faire un ensemble qui fait à peu près 3-4 cm d'épaisseur, quoi. Avec les trois couches que je vous ai parlé. Ça dépend vraiment de ce que tu comptes faire. Après, c'est primordial de savoir faire ça si tu veux de belles finitions. Parce que souvent, on montre des photos de belles finitions, mais si tu n'as pas bien préparé ton support, ta finition, elle est merdique. Voilà. Parce qu'il te faut, on ne parle pas d'aplomb de mur, mais il faut quand même un certain aplat, ou alors tu pars sur des courbes, mais c'est voulu. Voilà, ça dépend vraiment de ta demande et de tes besoins. Mais tout ce qui est sous-couche, tu pars de 3 cm, on va dire, jusqu'à 5 en correction thermique. Voilà. Et après, tu as différentes façons de les travailler, quoi. Moi, les corrections thermiques, par exemple, je me fais des guides en 6-4, c'est des bois, que je me mets tous les 2 mètres, comme ça, je peux faire à la règle, tu vois, et ça va beaucoup plus vite que je me mets ou d'aplomb ou d'aplat. Euh, et après, ben, c'est la base, quoi. Renformis, corde enduit, et c'est dressage à la règle, si tu veux quelque chose qui tienne la route. Mhm, mhm. Et en termes de préparation, parce que là, on est déjà dans l'application, mais en termes de préparation du mur avant de poser le Mm. corps d'enduit. Donc là, pour récapituler, parce que ce que tu as dit, c'était quand même aussi super important, c'est il n'y a pas de belle finition sans un beau Ah cordon. non, Donc non. là, le travail que vous allez mettre et le temps que vous avez passé à essayer de rattraper une finition si en amont ça n'a pas été bien fait avec le corps d'enduit est spectaculaire. Et il n'y a pas de bon corps d'enduit, mais je pense que tu vas développer là-dessus, s'il n'y a pas une bonne préparation du support aussi. Ah, Ona nous a rejoint. Bonjour Ona. Est-ce que tu veux te mettre comment on dit, en couper le son, s'il te plaît? Nico, voilà, donc avant la Ben, review, bon, ben déjà, tu as le piquage, hein. Ça, c'est la joie du bâti. Après, les murs en pierre, souvent, quand tu piques, ben, tout ce qui est joint et tout ça, ça vient, donc tu n'as pas trop à creuser. Je parle pour un enduit qui reprend toute la planalité du mur, hein, pas un pierre vu. Et après, sur les murs en terre, ce qui est très très important, bon, ben, c'est tu piques et on fait ce qu'on appelle la purge des murs. Parce que souvent, quand il y a un surplus d'humidité ou quand ça a été trop enfermé trop longtemps sans respirer, que ce soit les adobes, que ce soit le pisé, tu as une fine couche, on va dire d'1 centimètre de terre qui en fait n'est plus collante à la partie bonne de l'adobe ou de pisé. Et ça, avec un piochon ou quoi, il faut vraiment l'enlever, quoi. Tu grattes et tu vas voir. Après, si ça a vraiment chargé en humidité, moi, ça m'est déjà arrivé d'enlever 10-15 cm, quoi, de mur en pisé, par exemple, ou même d'adobe. Et ça, c'est sur les murs en terre, il n'y a pas que le piquage. La purge est très, très importante. Et en plus, tu peux aussi gratter tes joints. Donc, les joints, c'est ce qui est entre deux briques. Et ça te permet d'éviter la partie gobetis. Ça te fait une accroche mécanique pour ton corps d'enduit, quoi. Et en piquant et en grattant, tu vas créer plein de petits pets qui vont aussi servir d'accroche mécanique. Et dans la purge sur les murs internes, c'est hyper important. Et après, pour la prépa, sur les murs internes, moi, ce que je fais, je trempe le mur et je fais un gros coup de balai. Et en fait, ça fait ressortir la laitance d'argile. Ça réactionne les nodules de terre et ça fait une sacrée colle, quoi. Donc, ça veut dire que ton renformis, en plus de tes accroches mécaniques que toi, tu as créées, tu as cette colle naturelle du mur en terre qui, voilà, ça claque et ça tient, quoi. Voilà. Et les murs en pierre, moi, de toute façon, je trempe tous mes murs. Comme ça les dépoussière, ça enlève tous les petits résidus et tout ça. Ça, c'est vraiment la première partie à faire. Et après, ben, une fois que tu as décrouté ton mur, tu vois, au pied, comme on dit, c'est au pied du mur, tu vois ce qu'il y a à faire, quoi. on voit le maçon. Mais Ouais, c'est au pied du nickel. mur que tu vois le maçon. Ouais. Je vous rappelle, s'il y a des choses intéressantes ou pertinentes que vous ne saviez pas ou que vous avez entendues, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône. Parce que là, tu vois, par exemple, le coup de mouiller le mur et puis venir le brosser pour justement casser un petit peu les plaquettes d'argile ou les activer ou en faire une sorte de colle en surface, c'est vraiment une super astuce. Et en fait, de faire, faut pas le faire sur tout le mur. Moi, tu vois, je fais à l'avancée, en fait. Parce que, mais de toute façon, si c'est fait en, enfin, tu fais ça en 2 minutes, hein, c'est hyper rapide. Et tu le vois, quoi.
fait, tu as l'argile qui se réactive et ça te fait une éteinte sur toutes tes adobes et ça te fait une colle, mais fabuleuse, quoi. Et Mhm. après, sur les murs en pierre, moi, je vais au jet assez fort entre les joints de pierre pour vraiment bien nettoyer, qu'il n'y ait plus de poussière, de trucs qui tiennent plus et tout ça, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Et Et juste un dernier truc hyper important, sur les murs en pierre, si on parle de pierres de taille, donc ça veut dire des pierres où il n'y a pas d'accroche, il faut faire un gobetit. Ça, c'est hyper important. Sur les murs à moellons, il n'y a pas besoin. ouais, voilà. Voilà, il faut vraiment chercher l'accroche et favoriser l'accroche pour Il te faut surprendre une au bonne quotidien. accroche mécanique. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça c'est vu. Au moment du piquage, on se retrouve souvent avec des trous, on se retrouve avec des pierres qui se déchaussent, autre chose, qui étaient déjà déchaussées. Est-ce que tu vas remplir ou combler ces vides, ça peut même être des gros joints, avec une autre matière? Comment est-ce que tu abordes ça? Est-ce que la consistance de cette autre matière est différente de la matière que tu vas mettre après? Moi, j'ai un mortier pour chaque situation, hein. Donc, ça dépend vraiment de ton mur. On va prendre un exemple. Donc, on a un mur en adobe, donc en brique de terre. Moi, si une fois que j'ai piqué, je vois qu'il y a quand même des bonnes fissures et tout ça, je vais le remaçonner un peu. Je vais réharper. Parce qu'en fait, la maçonnerie, il faut que tes briques se croisent. C'est ce qu'on appelle l'arpage. Et si tu as des grosses fissures, c'est quand même pas mal de le faire. Si tes fissures sont pas traversantes, tu peux faire un gros mélange terre-paille, par exemple. Voilà. Moi, tout ce qui est à 80 cm du sol, je ne mets plus de fibre végétale. Je l'ai fait, mais je le fais plus. Je mets du liège en vrac, imputrescible. Mhm. Voilà. Et en fait, oui, avec un terre-paille, tu peux vraiment reboucher des sacrés trous, hein. Ouais. Mais après, il faut aussi être conscient que là, il faut le laisser tranquille parce que tu as un temps de séchage. Mhm. Ouais. Comme la Et, fibre, ça va. ben ouais, ou alors tu peux aller jusqu'à ton corps d'enduit, mais tu sais que tu vas pas faire tes finitions dans les quinzaines qui arrivent, quoi. Parce que 15 centimètres, tu vois, quand tu parles de correction thermique, tu dis que le temps de séchage, c'est à peu près 10 jours par centimètre. Donc, tu imagines que si tu rebouches un trou de 10-15 centimètres, voilà, et c'est très important pour la finition, parce que si tu fais tes finitions trop rapidement, tu vas avoir des spectres d'humidité. Ta finition, tu vas pas pouvoir la travailler de la même façon. Parce qu'il y a un endroit où ça va tirer beaucoup plus que l'autre, donc tu vas pas faire de belles finitions. Et après, oui, pour chaque. Si c'est des murs en pierre, par exemple, un soubassement, tu as toujours des cailloux qui traînent. Donc, ouais, tu remaçonnes. Le mieux, c'est de remaçonner ou en terre massive si ton mur est en terre, ou en pierre s'il est en pierre. Nous aussi, on utilise pas mal de cassons de tuiles, par exemple, parce que tu bouches rapidement et ça tire beaucoup plus vite. Et ça, tu vas voir un charpentier, il a quatre bennes de tuiles pétées, quoi. Il est ravi quand tu vas lui en chercher, quoi, en fait. Oui. Tu vois, voilà. Mais oui, en fait, avant d'attaquer les cordes d'enduit, il faut que tu aies arrangé tout ton mur. Que ça soit des fissures, des trous, des lézardes, qu'elles soient traversantes ou pas, voilà. Et après, tu peux attaquer tes sous-couches. Mhm. Ok, ok. Et tu parlais de l'emploi de fibres, l'emploi de watts dans tes corps d'enduit. Est-ce que c'est systématique? Voilà, qu'est-ce que tu aimes bien et pourquoi est-ce que tu aimes ça? Ben moi, la Watt, je l'ai toujours mise dans mes corrections thermiques. Ça me sert pas d'isolant, mais ça me sert de colle. Voilà, la cellulose, ça... Moi, tu as la correction thermique, 5 cm, je le fais à une passe, quoi, à la main. Et ça suffit amplement. Après, j'utilise beaucoup de paille et de chanvre. J'utilise le liambrac pour les soubassements. Voilà. Dans le bâti ancien, vraiment, jamais... enfin, après, c'est mon point de vue, hein, mais jamais de sol chaud chanvre, par exemple. Et jamais de fibre végétale à hauteur de 80 cm à mètre. Parce que si vous avez des remontées capillaires, et même si, moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois en plus de 15 ans,
faire des corps d'enduit, on arrive pour les finitions, il n'y a pas une trace d'humidité, on fait les finitions et 2 ans après, le client t'appelle, tu as 80 cm d'eau au pied du mur. Et là, dis-toi que si tu as du chanvre, c'est. Ben voilà, quoi, tu piques tout, tu refais tout, quoi. Alors que on peut faire des soubassements sacrificiels aussi, quand c'est trop humide. Et tu sais que tu n'auras que cette partie-là à reprendre. Mais moi, j'utilise beaucoup de fibres végétales parce que ben, ça fait baisser le sable, qui est quand même une problématique. Et là, je suis en train de tester de plus en plus la watt dans tous mes enduits. Mais en fait, c'est un test permanent, quoi. Il y a 7-8 ans, je mettais de la fibre végétale au pied du mur, quoi. Il y a 10 ans, tu vois. Et maintenant, j'ai évolué, jamais plus, quoi. Donc, c'est pareil, le miscanthus aussi, ça fonctionne bien. Euh, En fait, bon, c'est pas le sujet de la réunion d'aujourd'hui, mais tout ce qui est déchets paysans, tu vois, les balles d'épeautre, il y aurait une filière quoi dans chaque département à faire. Parce qu'en fait, tu pourrais l'utiliser pour quasiment tout ce que tu fais, quoi. Que ce soit les enduits, la maçonnerie, l'isolation, voilà. Et essentiellement, paille, chanvre et watt. Oui, parce que comme tu dis, on avance en évoluant au fur et à mesure. Ce que tout le monde, pardon, ce dont tout le monde ne se rend pas forcément compte, c'est que euh, ces enduits-là, alors il y a des enduits traditionnels qui utilisaient déjà des fibres, mais qu'aujourd'hui, finalement, c'est des solutions assez innovantes et assez techniques de se dire, bah, tiens, quelle fibre on va travailler. Parce qu'on a aussi une autre production, de chènevotte. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dans la gorge? On a d'autres productions qui sont faites et d'autres et puis aussi beaucoup plus de communication qui se fait, donc les gens peuvent essayer plus de choses. Mais c'est vrai que là, il y a encore un développement qui se fait dans tout ce qui est l'utilisation des fibres dans les enduits. Et on parle beaucoup, ou en tout cas au début, on a beaucoup parlé de terre de chaux-chanvre parce que c'est quand même c'est ce qui est arrivé en premier. Mais là, je vois de plus en plus de terre chanvre, de plus en plus de terre miscanthus aussi, qui est un roseau pour ceux qui se demandent. Et voilà, donc en fait, c'est des pratiques qui sont en pleine évolution et en utilisant ces pratiques, eh ben, vous faites partie comment on va dire, de l'évolution du bâtiment écologique ou du bâtiment traditionnel. Ouais, ça fait, c'est pas une évolution, c'est plutôt un retour, quoi. C'est un retour, mais est-ce que tu penses que à l'époque, il y a eu autant de recherches, ou en tout cas d'applications de fait, avec des enduits, avec Bon, des fibres? moi, la recherche, ça va un moment, quoi. Il y a du, il y a- En fait, avant, ils avaient juste du bon sens, Oui, tu vois. Ils utilisaient ce qu'ils avaient dans la ferme, donc ça veut dire poils d'animaux, cochon, cheval, paille. Le chanvre, bon, ça n'existait pas, donc ils n'en avaient pas, mais ils avaient du foin, ils avaient de la balle des... Moi, j'ai déjà retrouvé de la balle d'épeautre, du foin, euh, cheval, cochon, oui, bien sûr, des tu vois, crins et des voilà crins quoi. d'animaux. Ouais. Après maintenant, moi, ce que j'aime pas trop, tu vois, dans tout ce qui est chaud chanvre ou même le reste, c'est que on essaye et là je parle vraiment pour le bâti ancien, hein. On essaye de faire entrer des normes modernes dans le bâti ancien, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Le bâti ancien, c'est le bâti ancien. Les maisons en bâti ancien, t'as pas à les rendre maisons bocales, quoi. Et t'as pas à mettre de triple VMC et compagnie, quoi. Moi, le bâti ancien, je suis un anti-isolation, par exemple. Mhm. Pour moi, c'est une aberration de mettre 20 cm de chaussure. Mais après, c'est mon point de vue à moi, quoi. Mais je pense que là, en fait, on est en train de revoir, en fait, ça fait quand même un petit moment que c'est un cycle. Et en fait, les déchets paysans, c'est ce que tu as autour de toi. Et tu le remets dans ta maison comme tu faisais avant un trou et tu faisais 80 000 adobes avec tes voisins. Et puis voilà, quoi, c'est un cycle sans fin. Ok. Et chaque année, ben, tu as des déchets végétaux, ben, tu les mettais dans tes adobes que tu faisais avec tes ouvriers. Et voilà, quoi. Ouais. Ok, ok. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est le bon sens qui faisait que ces méthodes étaient employées. Ce que je pensais souligner, c'était le fait qu'aujourd'hui, avec la logistique, la distribution et le fait que beaucoup plus
matériaux sont accessibles, Mhm. il y a eu une évolution quand même Ah oui, carrément, carrément. Donc, écoutez, pendant cette discussion, j'ai envoyé un petit sondage. Vous avez été super réactifs déjà à répondre. Donc, sur quel type de mur est-ce que vous allez intervenir? Mur en pierre, 16 sur 32. Les murs en terre crue, vous êtes 6 sur 32. Support moderne ou mixte, dont notamment la paille, 7 sur 32. Et puis, bâti ancien, très ancien, historique, 4 sur 35 maintenant. Donc c'est bien. Ah bah, il y en a qui viennent de voir le sondage et puis qui confortent. Voilà, bon, bah, la plupart, ce sont des murs en pierre. Et ben, c'est très bien parce que ça nous fait la transition pour le sujet numéro 3. Je m'excuse pour les questions qui ont pu être posées dans le commentaire. On n'a pas encore répondu à tout. Je vais quand même faire un petit tour dans les commentaires, comme ça. Euh, on va voir si on peut répondre rapidement aussi à certaines questions. Moi, je veux bien répondre à Suzy. Bien sûr, vas-y. Elle demande pourquoi ne pas isoler le bâti ancien. Parce qu'en fait, moi, pour moi, le bâti ancien, déjà, son exposition est très bien réfléchie. Les pièces, comment est exposée la maison. Deuxièmement, c'est des murs qui font entre 50 et 60 de large, que ça soit en terre ou en pierre, donc ça fait quand même une sacrée masse. Si on parle juste du déphasage l'été, il faut à peu près 12 heures, 14 heures pour que le soleil pénètre chez toi. Donc, il faut juste être bien isolé au niveau du toit, dans le bâti ancien. Et on essaye aussi de faire rentrer des normes qui, pour moi, n'ont rien à faire dans le bâti ancien parce que souvent, on veut t'isoler par l'extérieur, on veut te mettre 20 cm, 30 cm de chauchin, de laine de bois. Et vu le coût économique et écologique que ça coûte, je trouve ça aberrant. Mais après, c'est mon point de vue, hein. Il y a plein de thermiciens qui vous diront le contraire. Moi, j'ai quand même quasiment 20 ans de métier maintenant. Et toutes les maisons que j'ai restaurées, où j'ai fait des corrections thermiques, ou même juste des enduits, les gens n'ont pas froid, les gens ouvrent leurs fenêtres pour aérer. Et puis voilà, quoi. De toute façon, dans une maison ancienne, on sent de suite dès qu'on rentre. Je veux dire, il faut juste couper l'effet paroi froide si on habite dans une maison en pierre. Voilà. Mais sinon, enfin, pour moi, c'est une aberration d'isoler à outrance le bâti ancien. Et je parle des murs, là. Je parle pas de la toiture. Ouais, ouais. Ben, merci pour cette clarification. C'était pour Suzy ou Julie. Suzy. Du coup, j'en ai profité hein, pour remettre les liens et vous rappeler que Nico propose aussi des formations qui sont portées par Twiza. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est le 10 et 11 avril et puis le 16 et 17 de mémoire. J'aurais dû regarder ce que j'ai copié-collé, mais je crois que c'était ça. 10 et 11 et 17 et 18, pardon, de mémoire. Donc, c'est dans le Gers ou pas loin. N'hésitez pas à chercher les infos si vous en avez envie. Euh, Là, non, j'ai dit que je regardais un peu les commentaires. Alors, euh, ah oui, il y a Gwenola qui, eux, ils ont fait un mur terre-paille banché en correction thermique et maintenant qu'ils ont, je crois qu'il a un petit peu peur, il doit y avoir de l'humidité et il demande s'il doit remplacer par le liège. Je crois que tu lui as fait un petit peu peur. Pardon. Je sais pas, moi, ça c'est un peu compliqué à répondre quand même. Mm. Je connais pas la maison, je connais pas. Est-ce que c'est humide, est-ce que c'est pas humide? Mais pour ceux qui doivent le faire, je vous déconseille fortement. Mm, Voilà, mm. tu fais au moins 60 centimètres en liège, quoi. Voilà. Bon, maintenant c'est en place. Attends d'avoir des soucis pour le changer. S'il n'y a pas de problème, laisse-le en place. Mais au cas Parce où. que ça ne veut pas dire obligatoirement problème, hein, d'avoir de la fibre végétale jusqu'au pied du mur. Mais c'est juste que si tu as un problème, il va être démultiplié, quoi. Mm. Eh ben, ça répond à la question peut-être de Marilyn qui dit qu'elle croyait que le chaud-chanvre, c'était bien pour l'humidité. Donc, On en revient à qu'est-ce qu'on appelle l'humidité. L'humidité, oui, la chose gère très bien l'humidité. Mais un surplus d'humidité avec une fibre végétale est pourri. Si tu as trop de. L'humidité, ça peut être aussi l'humidité que tu as dans ta maison. Donc là, c'est voilà, c'est la perspirance, ça te prend.
ton humidité en trop, c'est le rôle de la chaux ou de la terre. Mais si tu as un surplus d'humidité dans ton mur, le chanvre va obligatoirement pourrir. Et vu que ça pourrit quand même assez rapidement dès qu'il y a de l'eau, après ça fusionne dans l'ensemble du mur, quoi. Ça peut aller assez vite. Mm, mm. Mais Euh, c'est vrai, pour répondre à Marie, que on dit que le chanvre aussi est imputrescible et la chènevotte est quand même très résistante à l'humidité, donc ça va pas, le phénomène va pas être aussi rapide qu'avec d'autres fibres. Mais s'il y a des ambiances humides prolongées, c'est toujours une mauvaise idée d'utiliser du je ne suis végétal. pas d'accord qu'avec le chanvre est imputrescible. Non, on a entendu que le chanvre était imputrescible d'une certaine manière parce qu'il est plus résistant. Ouais, La ok. chènevotte est plus résistante, mais Il ce est n'est plus pas résistant imputrescible. que la paille, oui, Oui, mais si tu as vraiment un problème d'humidité au pied de ton mur, arrive un moment, mm, mm, il mm. pourrira ton champ. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai un collègue qui a fait un sol chaud chambre, ben, il a dû piquer tout le sol. C'est risqué les sols, c'est risqué. Voilà. Et quand tu parles de sol, quand tu vois le taf que c'est déjà de faire un sol, si tu dois enlever tes tomates, piquer toute ta chape chaud chambre, voilà quoi. Moi, je ne prendrais pas le risque en tout cas. C'est ça. Oui, et après, c'est ça, et il y a eu un commentaire là-dessus tout à l'heure. Euh, c'est vrai que beaucoup de praticiens ont des pratiques différentes et il y a différents conseils qui viennent de différentes personnes. Ben ça, c'est le bâtiment en général. Dans certains domaines, c'est un peu plus marqué que d'autres, mais effectivement, il, il y a aussi des notions qui évoluent ou qui changent. Et voilà, donc faut bien vraiment faire confiance à qui on a en face pour pas faire de bêtises. Parce que là, récemment, j'ai aussi eu encore le cas de quelqu'un qui avait fait un sol en chaux-chanvre sur hérisson. Et voilà, donc si il n'y a pas de problème d'humidité particulier ou de remontée capillaire particulière, pourquoi pas, mais c'est quand même toujours un risque. Et surtout qu'il y a des alternatives minérales qui peuvent très bien faire l'affaire, ou le liège en l'occurrence. Ouais, ouais. Après, de toute façon, moi, ce que je dis, c'est pas la vérité, hein. C'est mon expérience, quoi. Et tu trouveras d'autres gens qui bossent très bien qui n'auront pas le même discours que moi, quoi. De toute façon, t'as chacun, un artisan, un avis, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, chaque maître a ses secrets et ses recettes et ses façons de faire. Et encore, tu l'as bien dit, c'est l'expérience qui parle, en fait, l'expérience de chacun. Les régions sont différentes. Voilà, les problèmes dans le nord de la France ne sont pas du tout les problèmes qu'on peut Ouais. avoir dans le sud. Donc voilà, la réponse à un commentaire ne peut pas. Faut vraiment avoir du contexte. Et je te propose, puisque une majorité de murs en pierre nous suivent aujourd'hui, on va passer à la troisième partie sur la pierre vue. Donc, Pierre Vu, on est plus sur l'esthétique. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cette approche? Toi, qu'est-ce qui te plaît dans la pierre vue? Qu'est-ce qu'on fait plus qu'on devrait continuer à faire ou qu'on aurait dû continuer à faire? Et voilà, je te laisse. Bah, en fait, l'enduit pierre vue, c'est beaucoup les gens qui le veulent dès qu'ils voient un mur en pierre. Voilà. Moi, dans le Gers, on a du caillou, on a des murs en pierre, et dès qu'ils voient de la pierre, ils sont persuadés de faire un pierre vue. Alors déjà, je vais un peu parler polémique. Il y en a qui disent que le pierre vue est une aberration en extérieur, en façade. Donc, parce que c'est vrai que après, ça dépend de ta pierre. Nous, ici, d'Alger, c'est quand même assez fragile, notre calcaire. Voilà. Ça dépend aussi de l'exposition. Parce que mur sud, chez nous, sud-ouest, ben, ça va. Mais ouest et nord, ça va pas, quoi. Tu vois, niveau pluie, niveau. Voilà. Donc, il faut vraiment mettre dans quel contexte et région tu es. Voilà. Et après, c'est vraiment de l'esthétique. Mais le pierre vu, c'est par petites touches aussi. Parce que dans l'intérieur d'une maison, ça peut vite te faire une sensation de froid. Parce que la pierre est froide. Et ton ressenti est hyper important quand même, hein. Toi, tu rentres dans une maison où t'es entouré que de pierres, ben, tu perds 3 degrés, quoi. Même si tu les perds pas réellement, hein. Tu rentres dans une maison où c'est des enduits à la chaux, à la terre, tu vois, c'est plus cocooning, c'est plus chaleureux. Et après, tu as deux sortes de pierres vues, dont tu en as un qu'on peut plus appeler rejoins-toi-ment. Donc, ça veut dire que la pierre est en saillie et les joints sont un peu creusés.
Et ça, c'est vraiment pas bon. Déjà, esthétiquement, moi, je trouve ça horrible. Et deuxièmement, si tu es à l'extérieur, ça veut dire que quand tu as la flotte qui tombe sur le mur, tu as plein d'endroits où l'eau peut rentrer dans ton enduit, stagner entre la pierre et ton enduit. Nous, ici, ce qu'on appelle le pierre-vu, c'est on tartine tout le mur, donc on enduit entièrement le mur, et après on vient brosser avec brosse métallique et nylon, et ça fait vraiment apparaître toutes les pierres qui doivent apparaître, euh, qui sont, euh, qui sont belles, mais en même temps, là, tu as ta pierre, tu as une autre pierre, ça te ferme ton enduit. Tu n'as pas le creux où l'eau peut rentrer, et après, ben, si ça rentre d'hiver, que ça gèle, ça dégèle, ça peut te faire péter ton enduit. Voilà. Mais le pierre-vu, c'est essentiellement esthétique, et il faut aussi avoir en tête qu'il ne faut pas en avoir partout. Après, c'est mon point de vue. Mhm. Voilà. Mais un beau pierre-vu est joli à regarder, quoi. Et moi, dans ma région, j'ai des clients, j'ai beau leur expliquer, ils veulent un pierre-vu, bon, ben, je fais un pierre-vu, quoi. Voilà, parce que je sais que ça va tenir assez longtemps. J'ai fait des pierre-vues il y a 15 ans, ils ont 15 ans, ils n'ont pas bougé, quoi. Et après, il y en a, ils vont te dire, non, le pierre-vu, il faut protéger la pierre. Oui, mais moi, j'ai des baraques qui ont 150 ans, avec des cailloux dehors depuis 150 ans, la maison, elle n'est pas en train de tomber, quoi. Tu vois? Bon, voilà. Et comment tu gères les différents types de pierres? Il y a Jean qui nous demande, donc si avec des pierres meulières, par exemple, tu vas utiliser une autre pratique ou une autre chaux ou une autre technique. Euh, Non, non. Nous, ici, on a du calcaire, on a du grès. C'est les deux sortes de pierres qu'on a. Et j'utilisais la même chose. Voilà. En fait, la pierre ne joue pas dans ton choix de ton matériau, quoi. ok. Mais nous, je sais qu'ici, tu vois, le calcaire, il est très, très gélif. Bon, après, il en faut avant que ça casse et tout ça, mais il est pas, il est fragile quand même. Mais bon, ça joue en rien dans ton choix de la chaux. Et le grès est une pierre un peu plus dure quand même. Ok. Ok, j'enchaîne avec les questions. Du coup, il y a Nicolas qui demandait quel dosage de chaux aérienne ou NHL2 avec du tuf. Donc là aussi, on revient sur les différences de dureté de la pierre. Donc le tuf, c'est une roche sédimentaire qui est assez fragile. Et voilà, il dit 3 charges pour un liant ou 4 pour un ou autre. Voilà. Je peux pas répondre à cette question. Ça dépend du sable que tu utilises. Et après, toutes les pierres ne peuvent pas être en pierre vue, hein. Moi, tu vois, je reviens sur ce que j'ai dit, que j'ai des fois des clients, c'est surtout en façade, ils aiment bien avoir des façades en pierre vue. Mais à l'intérieur, moi, ça m'arrive souvent de dire, ben non, on ne le fait pas, quoi. Ou même à l'extérieur, parce que ben, pierre trop fragile, mur pas assez joli. Parce qu'après, le pierre vue, comme je t'ai dit, c'est esthétique, donc il faut quand même que tu aies un ensemble qui tienne la route, quoi. Euh, mais après, la proportion, oui, tu as le fameux 3 pour un, quoi. Trois sables, un chaud, mais ça, c'est comme le test de la bouteille pour la terre, quoi. C'est un peu folklorique. Parce que moi, j'ai des sables ici dans le Gers où ils sont très argileux. Donc, je dois rajouter de la charge parce que sinon, ça fissure dans tous les sens, tu vois. Mm, mm, Donc, mm. ça dépend vraiment de ton sable. En fait, parce que on n'en a pas trop parlé, je pense, mais les essais sont primordiaux dans n'importe quoi, dans tout ce que tu fais, en fait. De te dire, bon, ben non, 3 plus 1, oui, c'est la base, mais ça fonctionne pas obligatoirement bien. Moi, ici, on a un sable, comme je t'ai dit, le bug, ou même l'estan, tu fais 3 estans à un chaud, c'est comme si tu faisais à la chopure presque, quoi. Donc, tu vois, ça fonctionne pas, en fait. Et c'est comme quand tu fais ta terre, faut prendre une journée ou 2 jours et faire des tests, quoi. Et tu laisses sécher et tu vois si ça fissure pas, si ça poudre, si ça poudre pas, s'il y a du retrait, s'il y en a pas, enfin voilà, quoi. Donc, tu peux partir sur 2 pour un, 3 pour un, 4 pour un, et tu regardes comment ça réagit. Et après, si tu as une pierre vraiment trop fragile, non, il faut la recouvrir. Ok, Voilà. nickel, nickel. Et je rebondis sur la question de Thomas qui demande en substance, quand on a des dizaines de mètres carrés à faire,
est-ce que tu as des astuces ou des conseils à donner quand on a, qu'on s'attaque à une grande surface et qu'on veut mettre toutes les chances de son côté? Astuce. Euh, Avoir la forme, Bien dormir. bien dormir. Non, ben, les astuces, c'est déjà bien préparer, donc tu vois ce qu'on disait, le piquage, tout ça, vraiment bien préparer ton mur. Voilà, que tu sois à l'aise avec ça. Bien quantifier tes besoins, parce que c'est vraiment, c'est chiant quand tu dois t'arrêter parce qu'il te manque de la terre, parce qu'il te manque du sable. C'est avoir un poste de travail propre, un chantier propre, des outils propres. Niveau moral, c'est fabuleux. Tu vois, quand tu arrives dans un lieu que c'est propre, que voilà, que c'est pas Beyrouth dedans, quoi. Et c'est aussi te dire que ben, tu fais ce que tu peux, mais tu le fais bien. T'es dans les sous-couches, donc tu t'en fous qu'il y ait des raccords. Ça se verra pas. Tu t'en fous. Si tu t'arrêtes au milieu parce que t'es fatigué, c'est pas grave non plus. Voilà. Donc c'est vraiment avoir un poste de travail adapté, pas trop loin, avec le tas de sable, le tas de terre, les sauts que tu as besoin, faire tout le matériel qui fait que tu galères pas, quoi. Que ça soit fluide. Parce que le boulot est déjà assez fatigant. Donc si en plus tu dois aller chercher ton sable à 100 mètres de où tu bosses, que bon voilà quoi. Et avoir un lieu de travail cohérent et propre. Après les astuces, bon, voilà. Déjà ça aide pas mal. C'est énorme, hein. La préparation et puis la logistique. Voilà, pas courir partout, traverser. Bon, tu l'as très bien dit. On a Sylvie qui demande, donc Sylvie vient d'Alsace et elle est plutôt préoccupée par tout ce qui va être le gel. Euh, donc là, pour la résistance au gel, pour aussi le fait qu'il y a du salage donc, qui se fait, où il y a des passages de saleuse en hiver, c'est une rue assez étroite, ou la pollution. Quels sont les ennemis finalement des enduits de finition extérieure? Ben, les voitures, la pollution, et ça, tu peux rien. Il n'y a pas, enfin, il y a aucune solution miracle. Moi, quand je bosse en centre-ville, ce qui est assez rare, je fais ce qu'on appelle un soubassement sacrificiel. Ça veut dire que je fais un soubassement ou à hauteur de fenêtre pour l'esthétique, ou si les fenêtres sont trop hautes, on va dire à peu près 1 mètre de haut. Et ce soubassement, je le traite d'une autre façon. Je, je le dissocie vraiment de l'ensemble de la façade. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer des photos, mais bon, voilà. Par exemple, là, tu vois, j'en ai fait une dans le centre-ville de mon gros village à côté d'où j'habite. On a fait un relevé de truelle, mais par contre, à hauteur d'1 mètre de haut, on a fait un talocher. Et ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans, ben, parce que les gens y marchent, les voitures, il y a les gars qui passent pour nettoyer avec les machines de la mairie. Et ben, c'est soit tu refais un enduit là-dessus, soit tu refais un badigeon, mais ça t'abîme pas toute l'entièreté de ta façade. Mais tu n'as aucun, enfin, il y a aucun miracle, quoi. Quand tu es en plein centre-ville, tu as la pollution. De toute façon, tu n'as qu'à te balader dans les centres-villes. Au bout d'1 an ou 2 ans, déjà, le pied de mur de tes façades, ben, ça a chargé, quoi. Et c'est comme ça. Faut faire avec, quoi. Donc, moi, très souvent, je fais un soubassement qu'on appelle sacrificiel, quoi. Voilà. Et comme ça, si tu dois revenir y travailler, tu n'as que cette partie-là. Tu vois, tu n'as que 80 centimètres de haut, quoi. Voilà. Et qui ne va pas. Parce qu'on peut se dire, oui, non, mais tu vas pas avoir des trucs sur 2 mètres de haut. Mais si tu fais des raccords, ça devient dégueulasse, ta façade. Alors que là, tu sais que tu es à 80 centimètres. Bon, ça va pas faire des raccords vu que de toute façon, ils sont dissociés. Parce que l'esthétisme est quand même très important dans le bâti ancien, je trouve. C'est rendre une certaine esthétique au bâti, quoi. Yep. Et dans la même lignée, il y a Catherine qui dit qu'elle a fait un enduit de finition terre, Argilus en l'occurrence, et, et elle demande si ça va résister à l'usure, au frottement occasionnel, et s'il faut compléter par un durcissant ou un autre protecteur. Donc là, on est plus sur le premier sujet, peut-être les enduits terre. Alors, Induargilus,
Ils sont à la base assez durs parce que je pense qu'il y a une dose de méthyle de dingue. T'as qu'à voir quand tu nettoies tes outils. Voilà. Tu prends une truelle avec de l'induit à argilus, tu la laisses une journée dehors et tu essayes de nettoyer ta truelle. Il faut que tu ailles au piqueur, quoi. Donc, c'est, voilà. Et après, sinon, ben, faut passer un fixatif style chem qui te laisse quand même respirer ton mur. Mais en principe, si ça a été bien fait, c'est quand même assez dur. Ok, Voilà. ok. Mais après, ça dépend le style aussi d'enduit argilus qu'elle a posé, quoi. Parce que t'as l'extra fin, le monocouche, etc., quoi. Mais ça, c'est, si au- s'il y avait le temps, elle voit que ça part un peu en sucette, le truc, t'as Cruelis et t'as Kem qui font des fixateurs qui laissent respirer, quoi. Quand même, tant mieux. Mais si je peux me permettre, faites vous-même vos mélanges, Voilà, plutôt que d'acheter du préfabriqué. qui coûtent un bras. Ouais, tout à fait, tout à fait. On arrive doucement sur la fin du live. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, alors ou c'est parce que c'était pas exactement dans le sujet et qu'il y avait beaucoup de questions, donc je m'en excuse. S'il y a une question qui concerne le sujet et que j'ai peut-être survolé, n'hésitez pas à la remettre dans les commentaires maintenant. On va se faire une dernière tirée de 5 minutes de réponse de questions. Et puis, pendant ce temps, bah, j'ai envoyé un petit sondage, donc vous pouvez encore répondre. Vous êtes encore un peu plus de 30 ici, donc n'hésitez pas à le faire. Et, euh, et voilà, et pendant que vous répondez, pendant que vous posez les dernières questions, je vais faire mon dernier petit coup de projecteur sur des formations de Nico voilà, qui sont le 10 et 11 avril et le 16 et 17 avril. C'est 350 euros pour les 2 jours. La question revient souvent, mais je vous ai mis les liens dans le chat, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous avez des questions, vous n'êtes pas tenu comment on va dire, de vous inscrire parce que vous cliquez sur le lien. Mais si vous avez des questions, il y a un petit formulaire que je vais vous mettre ici tout de suite. Tuc, tuc, tuc. Demande d'information. Et là, c'est le plus simple. Comme ça, vous revenez vers moi. C'est moi qui vous réponds directement. Et, euh, et puis, peut-être qu'on peut débloquer une situation ou une problématique ensemble. Et moi, je clique toujours sur le mauvais clavier. Hop, je pose ça. Je vous laisse répondre au questionnaire. Donc, la question, c'était... tuc, tuc, tuc. À quelle étape se trouve votre mur aujourd'hui? Et vous êtes 17 sur 35. C'est juste un projet pour plus tard, que vous venez prendre des infos. Donc vous êtes curieux, c'est bien, vous êtes prévoyant. Voilà, faut prendre le temps d'en apprendre avant qu'il soit trop tard et avant qu'on soit dos au mur. Euh, Vous avez encore un vieil enduit en place, donc encore sous un vieil enduit. C'est 11 réponses mises à nu, donc vous avez déjà piqué, vous êtes 5 et puis prêt à recevoir l'enduit de finition, vous y êtes bientôt, c'est 2 personnes. Donc merci pour ces réponses. Et puis on va regarder les commentaires. Donc il y a Flore qui demande où trouver des recettes de mélange terre, watt, sable. Ben, venez en formation. Bon, voilà, en venant aux formations. Après, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi la question de ben, quel sable, hein. Les recettes, c'est bien les recettes, mais en fait, ça ne vous amène pas, ça ne vous autonomise pas assez pour savoir si elles vont fonctionner chez vous. En fait, les recettes, faut se dire tout le monde est capable de les faire, hein. Donc, c'est soit vous avez un artisan et vous bossez avec un accompagnement ou en formation, ou soit ben, vous les faites vous-même, quoi. Moi, par exemple, ma recette de correction thermique, je l'ai changée trois, quatre fois au fil du temps, en rajoutant ça, en enlevant un peu ça. Voilà, et ça se construit comme ça, quoi. Mais il n'y a pas. En fait, il y a rien d'écrit et de dire c'est la Bible, c'est ça, quoi. C'est les recettes, ça dépend de votre terre, de votre sable, du support, de ce que vous voulez en faire. Enfin, il y a tellement de paramètres que sincèrement, on ne peut pas donner une recette. Il y a des bases, mais on ne peut pas donner une recette en vous disant celle-là. Enfin, on n'est pas par excellent quoi. Et ben voilà, c'est bien des réponses claires parce qu'il y en a quelques-unes qui sont tombées, donc on va répondre rapidement à chacun. Quels additifs
mettre dans de l'argile si tant est qu'il en faille, Nico? Aucun. Aucun. Voilà. Euh, Après, moi, je suis un anti-additif. Voilà, parce qu'une fois que tu as une bonne formulation, t'as pas besoin de rajouter du méthyle, t'as pas besoin de rajouter de la caséine. Voilà. Le seul truc qui peut parfois aider, c'est quand tu fais des gros murs en stuc, par exemple, terre, de mettre un peu de méthyle. Parce que vu que c'est un retardateur, et ça dépend de la qualité de ton stuc que tu veux aussi. Mais après, moi, les chimistes de la terre, c'est pas mon monde. Si tu as une bonne formulation, ça suffit en elle-même. Et puis en plus, ça a un coût, quoi. D'acheter le méthyle, la caséine. Bon, après, tu as des produits un peu plus naturels, mais bon, je... si tu as trouvé ton bon mortier, tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. ok. Il y a Stéphane qui demande pour un enduit de façade en NHL2, quelle est la finition, ça c'est intéressant, qui serait la plus durable? Plutôt taloché, gratté, épongé? Alors, gratter, moi, je fais pas. Voilà. Parce que gratter, c'est taloche clou. Et c'est ce que font les façadiers basiques. Donc voilà, je ne fais pas ce style de finition, moi. Moi, je fais talocher. Il y a deux sortes de talocher. Tu as un talocher et un talocher serré. J'ai le relevé de truelle. Et après, l'éponge, ça peut aider quand tu sais pas bien enduire. Ça te permet quand même de rattraper une certaine planéité et tout ça. Mais il faut faire attention avec le sable que tu utilises. Parce que l'éponge, c'est humide. Donc, tu as vraiment un timing à respecter pour que ton éponge soit pas trop humide et que tu t'acharnes pas sur ton mur. Parce que sinon, ça te fait des auréoles de sable un peu partout sur ta façade. Parce que ben, l'eau fait ressortir le grain. Si tu forces comme un fou, ben, tu le fais ressortir encore plus parce que ben, tu as un raccord et tout ça. Moi, le talocher éponge, je trouve ça très joli quand tu as du sable fin. Mais on en revient à qu'est-ce que tu utilises pour définition. Il y en a plein qui utilisent du sable 0,2. Moi, je suis à 0,5 en finition. Donc, moi, je fais des finitions de 8 mm, 1 centimètre. Oui, ok, intéressant. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me laisse du temps pour travailler. Un enduit de 2000, parce qu'en principe, on parle de x3. Dans la granulométrie de ton sable, si c'est du 2000, on dit que tu peux monter jusqu'à 6000. C'est un peu joueur. Donc, on va dire 4000, parce qu'il faut 2 que tu millimètres, 2 enrobes. millimètres, parce que ça peut porter à confusion. Ouais, un millimètre, pardon. Donc, si ton sable, c'est 2 millimètres, les règles de l'art disent que tu peux monter à 6 millimètres. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup, 6 millimètres. Donc, on va partir sur du 4 millimètres. Ça veut dire que tu enrobes ton grain. Mais un enduit, plus il est fin, plus il tire vite. Donc, plus tu cours sur ta façade. Et il a une certaine fragilité aussi. Et après, bon, on pourrait rentrer dans le domaine de la granulométrie d'un sable, mais c'est très important aussi d'avoir de la fine, du moyen et du gros. Moi, avec les sables que j'utilise dans le Gers, par exemple, ben, les 3 ou 4 qu'on utilise, on arrive à avoir une granulométrie, le maximum c'est 5 millimètres. Donc on passe à 1 centimètre nos finitions. Et donc pour revenir à l'éponge, quand tu as du sable tamisé et que tu as le bon timing, en fait l'éponge c'est vraiment une question de timing. Si tu laisses trop tirer, tu vas forcer comme un con pour aplanir. Et là, tu vas te vraiment marquer ta façade. Voilà. Mais si tu as un sable de 2 millimètres, il sort beaucoup moins que si tu as du sable un peu plus grossier. Dès que tu mets de l'eau, c'est comme quand tu fais avec du chambre. Ceux qui font les finitions de terre chambre et qui font la taloche éponge, ça fait ressortir le chambre. En fait, l'eau fait ressortir le grain et le chambre. Voilà. Donc, la taloche éponge, il faut vraiment avoir un sacré timing. Après, c'est mon point de vue. Parce que franchement, quand tu regardes un mur, si tu as des endroits où tu vois vraiment un amas de grains, c'est pas Jojo, quoi. Si tu l'as pas uniformément partout. Donc voilà. Nous, ici, on fait beaucoup le talocher et le relevé truelle. Et en fait, en termes de dureté dans le temps, ça ne change pas grand-chose. Si tes corps d'enduit sont bien faits et ta finition bien faite,
Tu vois, moi, j'ai des relevés trail qui ont 15 ans et des enduits talochés qui ont 15 ans. Il n'y en a pas un qui a moins bien vieilli que l'autre, quoi. Mm. Euh, il- Merci. Il y a Coralie qui demande si elle peut avoir des visuels, et c'est une très bonne question, Coralie, parce que je vais l'envoyer sur ton site du coup. Ouais, sur mon site internet, il y a toutes les façades, ouais. Tu veux juste me redonner le nom du site, s'il te plaît? Arcila Rossello. Comme ça, je vais le partager. Et ouais, désolé, j'ai pas de photos, là. Ouais, non, De mais toute ça façon, va très bien. je sais même pas comment les partager, alors, donc bon. Je vous cherche le site. Et pendant ce temps, on arrive vraiment au bout. Alors, Elodie demande comment procéder sur un mur en pierre monté en partie à la pierre, à la terre et au ciment. Si tu peux répondre rapidement, parce que la question est quand même assez générale. Bah, de toute façon, en principe, les murs en pierre sont ourdés à la terre. Les vieux murs en pierre sont très souvent ourdés à la terre, ça veut dire maçonnés à la terre, et un peu de chaux vive, parfois. Le ciment, il faut le virer au maximum, et voilà. Mais ça n'a aucune conséquence que ça soit ourdé à la terre, quoi. Ok. Et je mets ton site internet avec des super réalisations dans les commentaires. Euh... Ouh là là, ça y est, je me suis perdu moi-même dans les commentaires. Gratter, ah bah, t'as continué en fait. Est-ce qu'on peut faire un enduit terre directement sur un terre-paille banché? Oui, bien sûr. Quel sable choisir pour mélanger avec la NaCl2? Ben, moi, toutes mes sous-couches, je fais du sable, ce qu'on appelle le sable à bâtir. Donc, c'est le sable gris, 1,04 mm. Eh ben écoute, on y est là. Je pense on a couvert quand même beaucoup. On va pas relancer les relances de réponses qui sont allées dans les commentaires parce que sinon ça pourrait durer super longtemps. Donc je vous invite à vous rapprocher de moi si vous avez des questions spécifiques, notamment concernant la formation de Nicolas. Et puis Nicolas, bah, écoute, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure ce live. Attends, pas le mot de la fin de suite, je vais quand même dire au revoir à tout le monde et merci d'avoir été là parce que c'est vraiment super, super sympa. On était plus de 50 et là aujourd'hui, on était beaucoup plus. Parce que là, on est encore à 44 personnes, donc vous êtes géniaux. Donc en ce qui me concerne, je vous dis un grand merci et je vous envoie le replay. Comme vous le savez, si vous avez envie de le revoir ou de partager autour de vous, je vous enverrai le replay par email. Et maintenant, Nicolas, si tu as un message à faire passer au monde entier, c'est le moment. Ben, déjà, merci de votre présence. C'était sympathique. Désolé de ne pas avoir répondu à toutes les questions, j'imagine. Et puis après, ben, il faut juste se lancer et oser. Voilà. C'est juste des tests. Et une fois que vous avez le bon, voilà, faut juste oser. Se dire y aller et c'est largement faisable. Eh ben, génial. Donc voilà, allez-y en confiance et en humilité. Il y a B. Bourgoin qui dit merci beaucoup pour ta capacité à transmettre et ta passion, Nico. Il y a des grands merci qui arrivent. Et peut-être la dernière chose, Christine, puisqu'elle parle de la formation, pour aller vers la préparation d'un mur déjà piqué, la formation corde enduit du 17 au 18 est cohérente ou plutôt que la formation du enduit de finition? Et on va se terminer là-dessus. Ben, ça dépend ce qu'elle veut. Parce que c'est quoi sa question? Qu'il vaut mieux venir à la Terre qu'au Pierre Vu? Ok, ben écoute, Christine, je t'invite à répondre au questionnaire que je vais mettre ici, et puis comme ça, tu pourras, je reviendrai vers toi et on En pourra un peu fait, si elle veut faire juste en 2 minutes, même pas. Oui, bien sûr. Si elle veut faire des enduits qui prennent tout le mur, vaut mieux qu'elle vienne à la Terre. Si elle veut faire un enduit de Pierre Vu finition, vaut mieux qu'elle vienne à la formation Pierre Vu finition. Voilà, tout simplement. Bon, merci beaucoup, Nico. Je te souhaite C'est un bon moi. appétit si tu Merci tout le monde. as de manger, et puis un bon week-end, parce que je crois Ouais. que tu l'as bien mérité. Allez, au revoir tout le monde. Allez, Nico.